Salut, ça va? Salut, ça va, ça va. Alors, première chose, est-ce que tu peux te présenter, Ikrams? Bien sûr. Alors, je m'appelle Ikram Hamdi Moussoud. Je suis architecte de formation. Et quand je dis architecte, je travaille avec les matériaux naturels, je précise. Avec la D'accord. terre, le bois, le bambou, tout ce qui est naturel. Donc, en gros, c'est ça. Et en même temps, je travaille aussi en tant que coordinatrice culturelle. Très Et bien. là, en ce moment, je lance un projet. Alors, avant d'arriver à ton projet, si je puis me permettre, Bien sûr, Karim. est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Parce que j'ai adoré ton parcours. Il illustre très très bien ce que j'appelle la darologie. C'est-à-dire que tu pars de dar, doar et denia. Parce que je crois que tu as une relation avec le monde qui est très intéressante. Pour moi, tu es vraiment une vraie jazairiya, celle qui passe partout. Alors raconte-nous un petit peu les voyages, ton parcours, comment tu as commencé. Ok. Donc, alors tout a commencé quand j'étais étudiante et je voulais travailler sur un contexte différent, un contexte saharien, je dirais. Donc, je voulais partir au sud et connaître le. Enfin, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Étudiante en architecture à ce moment-là? Exactement, j'étais étudiante à l'époque. Donc, je voulais sortir de ma zone de confort et découvrir un contexte nouveau. Donc, je suis partie au désert, à Timimoun, et c'est là où j'ai fait la découverte de l'architecture en terre. Et après, je suis tombée amoureuse de cette architecture parce qu'il y avait il y avait une approche spirituelle, énergétique en ça, et c'est ce qui m'avait captivée. Donc après, je voulais apprendre encore plus. Malheureusement, en Algérie, j'ai pas pu le faire. Je voulais être formée en ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai postulé un stage. Je suis partie en Inde. Génial. Donc je suis restée presque une année là-bas, donc j'avais travaillé, en même temps j'avais voyagé, j'avais fait du volontariat, donc c'était vraiment très 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 riche. Qu'est-ce que tu as appris en Inde alors? Alors ce que j'ai appris, ça c'est très vaste, par rapport à quoi en fait? Justement par rapport à l'architecture, à la darologie. En fait, ce que j'ai appris, c'est vraiment de ne pas dissocier l'architecture du tout, de tous les autres, je les appelle secteurs. C'est lié à un tout en fait. L'architecture, c'est très lié à la culture, à la sociologie, à l'économie. En fait, c'est comme, ils ont déjà une approche, ils parlent de médecine ayurvédique en Inde, et c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment une approche holistique. Holistique. Exactement. C'est-à-dire vraiment écosystémique complète. Exactement, oui, tu as par exemple, si tu tombes malade, ce qu'il faut prendre, si tu veux manger sain, ce qu'il faut prendre, comment tu construis, comment tu composes avec la nature. Donc eux, c'est vraiment, tu vois, une continuité, il y a cette continuité avec la nature. Tu sais que oikoslogia, donc l'écologie, entre autres, c'est une science qui s'intéresse à l'habitat. Et dans le mot habitat, il y a le mot habi. Donc c'est aussi la science qui s'intéresse à la manière d'habiter et d'être habité, d'habiller et d'être habillé par un lieu. Donc, c'est ça, en fait c'est exactement, je dirais que c'est notre façon de penser qui est vraiment intérieure, tu vois, elle sort de notre corps, de nos pensées, elle se concrétise avec l'espace. L'espace n'est que, en fait, la concrétisation de ce qu'on est réellement et de ce qu'on pense, comment on réfléchit. Sachant que le mot environnement, c'est tout ce qui nous entoure, que nous entourons, qui nous influence et que nous influençons. Ça veut dire que, par contre, le travail des architectes et le travail justement si on parlait vraiment d'économie, d'oikosnomia, de gestion de la maison de façon globale, c'est aussi de susciter des espaces qui vont inspirer les gens justement pour arriver justement à cette relation peut-être plus, on va dire, saine, pure, avec pas seulement la nature, mais tu parlais avec eux-mêmes. Bon, on revient après l'Inde. Où c'est que tu vas? Après l'Inde, je suis revenue, je voulais lancer un projet en Algérie, c'était pas possible. Après, Pourquoi? Je me suis retrouvée un peu toute seule, je dirais. D'accord, c'était en quelle année ça? C'était en fin 2017, 2018. Non, après j'avais travaillé sur un projet culturel d'Alger jusqu'à Tamanrasset. Donc c'était une caravane artistique, on travaille avec du land art. Donc il y avait des haltes à Mnéa, Daya, Insaleh, jusqu'à Tamanrasset. Et on avait fait une expo sur la route, la rocade. D'accord. La route Alors nationale. justement, quand tu reviens en Algérie avec ton regard que tu as nourri en Inde, est-ce que tu as revu l'Algérie différemment? Est-ce que tu as revu aussi notre culture? Est-ce que tu as revu nos cultures? Est-ce que tu les as vues justement comme étant... Est-ce que tu as vu une connexion en fait entre l'habitat, notre habitat traditionnel et celui en Inde? Tu sais, même étant en Inde, j'avais toujours des rappels. En fait, il y avait des images qui me venaient souvent, c'était le sud. Je ne sais pas pourquoi, mais le Sahara était présent.
tout au long de mon voyage en Inde. Et donc quand je suis revenue, en fait, la relation, la connexion, c'était avec le Sahara, avec leur façon de vivre, avec leur mode de vie, avec leur façon de construire et tout ça. Je voyais que c'était un lien. Et en fait, c'est comme si... Tu as retrouvé cette culture holistique. Exactement, c'était un tout. En fait, c'était une seule identité, c'est juste qu'elle est en Afrique. Elle s'est adaptée au contexte africain. En Inde, c'était un peu différent, mais la base, j'avais l'impression que il y avait une seule base, il y a eu des dérivés. Mais la base était la même. Est-ce que tu ne crois pas justement que dans le sud, on retrouve les traces d'une culture afro-asiatique? Parce qu'on a souvent parlé de l'afro-méditerranée, on a parlé même de l'afro-Andalousie, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une connexion? Tu sais, et partout dans le monde. Tu sais comment je dis? Moi, je pense que plus on est connecté à la nature, plus on est connecté à une certaine vérité, à un certain savoir. C'est comme ça que je le vois. Donc, par exemple, en Inde, ils sont vraiment, vraiment connectés à leur environnement, à la nature. Donc, ils ont une capacité de s'adapter, d'être résilients, tu vois, de comprendre. Pourtant, c'est un pays où il y a la pollution quand même, elle est prégnante, non? Oui, c'est vrai. Oui, au nord, j'avoue. Par exemple, toi, tu es allé dans quelle région alors? Moi, j'étais au sud et c'est très différent. En fait, il y a une rupture entre le sud et le nord. Mais j'ai fait aussi les Himalayas, donc du sud. Et là, j'ai vu qu'il y avait juste la partie où il y a les grandes villes. C'était très différent. Mais par contre, au nord, extrême nord, côté Himalaya et au extrême sud, les gens étaient vraiment, tu vois, ancrés. Il y avait un ancrage avec la nature. Que tu as retrouvé dans le sud algérien aussi. Exactement. Et donc, je me suis dit, voilà, en fait, là-bas, c'est la nature. Donc, plus on est connecté, plus on est, tu vois, il y a cet ancrage, cette compréhension, on compose avec la nature. Et plus ce qu'on produit, fonctionne, marche bien. Il y a une harmonie qui se crée. Exactement. Alors, après l'Inde et après ton retour en Algérie. Oui, il y avait l'Iran, en fait. J'avais fait l'Iran. Ouais, c'était un... Dans quel cadre? C'était un workshop sur le patrimoine en terre, l'Iran vraiment, surtout Isfahan, je dirais le sud, Isfahan, c'était vraiment très très intéressant sur le plan architectural et de voir toute la technicité architecture en terre. Ils avaient tellement de techniques. Et en plus, c'était une architecture bioclimatique qui compose, qui s'inspire de la nature. Donc, il y avait vraiment une continuité entre l'architecture et la nature. Tu n'as pas l'impression que l'architecture est venue se poser. Non, tu as une continuité, une harmonie. Si je ne m'abuse, les Fougara, les Perses aussi, ils ont eu cette tradition en fait. Exactement, oui, ils ont le système d'irrigation très intéressant. Ils ont même les Begdir, le système de ventilation naturelle. Tu vois, il y avait toute cette... Tu vois, pour moi, c'est de la technologie. Pour moi, c'est ça, la technologie. D'accord. Et tu as appris beaucoup de choses au niveau technique, justement, des nouvelles techniques et tout. Tu as eu le temps de développer ça ou tu as surtout eu le temps de te rendre compte de la richesse Ouais, c'était plutôt en fait découvrir toutes ces techniques. L'initiation. Parce que quand j'avais travaillé sur mon projet de fin d'études, j'avais utilisé ces techniques. Parce que pour moi, le climat est plutôt le même. Donc je me suis inspirée de ça. Mais je l'avais développé en fait. Quand j'ai travaillé sur Timimou, j'avais développé ces systèmes. D'accord. Mais là, en ce moment, en fait, c'était plutôt enrichir. C'était plus de connaissances, voir réellement comment ça se passe et tout. Et par la suite, pourquoi pas développer tout ça. Du coup, tu reviens en Algérie? Je reviens, je travaille sur un truc. J'étais sélectionnée pour travailler sur un Position Political Paper. C'est sur l'énergie et le climat sur la région de MENA, donc Middle East and North Africa, en Jordanie, en Égypte. Donc c'était vraiment c'était un peu politique, c'était essayer de voir et de comprendre les risques de cette région. Et par la suite développer des recommandations, faire vraiment un papier politique. Ces risques par rapport au climat, par rapport à quoi? Au changement climatique et tout ça, sur cette région en particulier. Et le but, c'est de vraiment développer des recommandations. Alors, est-ce que tu as trouvé, parce que souvent on parle des problématiques, mais est-ce que tu ne penses pas justement qu'à travers tous les voyages que tu as fait et à travers même cette connexion afro-asiatique, est-ce que tu n'as pas trouvé aussi beaucoup de solutions? Est-ce qu'on n'est pas quelque part cette région cette région que j'appelle moi la terre du milieu, qui est en fait, moi je parle souvent de médianto, puisque de maghrébin. Est-ce que tu ne penses pas que quelque part cette situation de carrefour climatique, de carrefour culturel, fait qu'effectivement on a cette réalité où on est à l'avant-garde ou aux avant-postes des risques de ces changements, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un background un background culturel? Oui, il y a un savoir. Tu sais, je me dis, cette question environnementale, il faut la voir
par région. Il ne faut pas rendre ça, oui, agir, ils disent agir localement et penser global, agir local. Exactement. Ouais. Mais moi je me dis qu'il faudrait d'abord faire ça par région parce que comme tu as dit maintenant, on a vraiment un background, il y a un savoir-faire local qui peut être développé. Tu vois, nos ancêtres étaient résilients. Moi je trouve qu'ils s'adaptaient au climat. Tu vois, ils pouvaient même prédire la météo. Donc ils avaient, parce qu'ils étaient connectés à la nature. Mais parce qu'ils étaient connectés aussi à une nature résiliente. Il ne faut pas oublier que par exemple tu prends l'exemple des forêts, les forêts méditerranéennes où il y a la végétation, il y a énormément d'espèces chez nous, on va dire, qui sont endémiques, mais pas au niveau, on va dire, de l'espèce, mais au niveau, tu vois, de sous-espèces, et qui sont des variantes qui sont plus résilientes que d'autres. On a aussi une espèce, le cheval barbe, tu sais, qui est un cheval résilient par excellence, et d'ailleurs qu'on a retrouvé, qui a été justement, on a amendé beaucoup d'espèces à travers le monde avec ce cheval pour sa résilience. Donc peut-être que cette résilience dont tu parles, elle n'est pas seulement dans... Si nos ancêtres sont résilients, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont évolué dans un environnement où la résilience, c'est le maître mot. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y avait aussi, quand je parlais moi de résilience, c'était en fait trouver des solutions. Par exemple, là en ce moment, il y a une crise, tout le monde parle de cette crise, mais ils n'arrivent pas à trouver des solutions parce qu'il n'y a pas cette connexion avec la nature. Je me dis, s'ils comprenaient l'écosystème, la nature réellement, ils auraient trouvé des solutions plus rapides. N'oublie pas que nos ancêtres, ils ont trouvé aussi des solutions, pas seulement parce qu'ils étaient connectés avec la nature, mais qu'ils étaient connectés entre eux, le Dawad. N'oublie pas en fait que, tu sais, il y a peut-être deux façons d'aborder les choses. Oui, si tu veux montrer ça ma vie, il y a la technique et il y a ce que les gens appellent l'ingénierie sociale, d'autres diraient, on va dire, le comportement social. Ouais. Voilà, c'est... Après, je t'ai dit tout à l'heure, quand on est en train de discuter, je t'avais dit que moi, il y a aussi l'échelle, l'approche humaine en fait. Il y a la psychologie qui joue pour moi un rôle très important. Très important. Dans ça, tu vois, parce que nos habitudes ont changé, nos comportements ont changé. Donc pour moi, quand on parle d'écologie, il faudrait vraiment travailler à petite échelle, vraiment à l'échelle humaine, quoi. Essayer de comprendre pourquoi, comment, et par la suite restaurer cette connexion à soi, au vivant et à la nature. Tu veux dire que quelque part, il faudrait d'abord observer local pour essayer d'en dégager des choses globales, mais quand même en restant en partir du local pour aller vers le global? Oui, mais local, mais je dirais même bien plus, tu vois, vraiment descendre encore plus, vraiment. D'accord. Vraiment aller à l'échelle humaine, de prendre l'humain et discuter. Pourquoi c'est qu'on peut faire des questionnaires, essayer de comprendre pourquoi c'est encore... Donc il y a vraiment une notion, on va dire, anthropologique, ethnologique aussi, pas seulement... c'est aussi ta vision de l'architecte, ouais. Mais voilà, pour toi c'est vraiment un habitat... Parce que ça se reflète, en fait, je t'ai dit. L'humain, en fait, tu vois, tout ce qu'on est en train de vivre, maintenant ce n'est que le reflet de ce qu'on est réellement, tu vois. Donc pour moi, si on prend cette échelle, tu vois, humaine, essayer de comprendre ses réflexions, sa façon de penser, pourquoi il pense maintenant comme ça, là on comprendra mieux et par la suite on pourra trouver des solutions pertinentes. Pourquoi pour ce changement écologique, cette transition écologique. D'accord, parce que c'est pour, en tout cas, selon toi, il y a on est au stade de cette nécessité d'une transition vers un nouveau paradigme en fait, et voilà, un nouveau projet. Transition, j'appellerai de temps en temps, tu sais, là en ce moment je ne pourrais la définir, mais je suis entre transition et une solution d'adaptation aussi. D'accord. Est-ce qu'il faudrait créer une transition ou bien directement s'adapter tellement que voilà, ça urge un peu. Et on est en train de vivre, on est au mois de février, un petit décalage et tout ça. Mais moi je t'ai dit tout à l'heure, en fait moi ce qui m'inquiète c'est vraiment la biodiversité, c'est l'écosystème, c'est l'impact de l'humain. Tu vois les animaux qui sont en train de mourir, les insectes, tu vois tout ce changement. J'ai l'impression qu'il y a eu tu vois, l'humain a contribué à ce changement. C'était pas un changement qui se faisait naturellement par la nature, non, c'était le comportement humain qui a accéléré ce changement climatique. Comme tu sais, toi qui allais dans le sud, moi je trouve que l'oasis c'est une très bonne illustration que l'être humain aussi, il est capable aussi d'être le fondement d'un écosystème. Parce que tu vois, une oasis sans la bienveillance et la bienveillance de l'être humain, elle ne voit pas le jour. Donc c'est vraiment, bon, il faut peut-être, l'important en tout cas c'est aussi peut-être pas de tomber dans cette essentialisation du problème et de dire que c'est l'être humain. Moi je pense qu'il y a des êtres humains
il y a un modèle d'humanité ou d'inhumanité, il y a une modernité qui doit peut-être changer. Bon, si on revient aux solutions et tout, si on revient à la culture, si on revient à tous tes voyages, tout ce que ça t'a inspiré et tout, aujourd'hui, là, t'en es où alors? Apparemment, en fait, il y a surtout un projet en Thaïlande qui m'avait vraiment... Oui, il y avait ce projet, c'était pour moi, waouh, c'était vraiment... Vas-y, explique. En fait, c'était un travail, il y avait la cliente qui voulait faire un centre de soins énergétiques et tout, mais de formation de permaculture et tout. Donc, on vivait dans une jungle, on était vraiment en connexion directe avec la nature parce qu'il faut analyser, observer et tout ça. Et donc, ce qui était génial, c'est qu'on était autonome. Tu vois, donc on avait de l'eau chaude, tout ça juste avec le compostage. Tu vois, il y avait tout un système, un écosystème tu as composé avec la nature pour être suffisant, tu vois, pour self-sufficient. Et c'était là où je me suis dit, mais c'est fou en fait, l'humain peut être autonome réellement. On peut arriver à cette autonomie. Mais en ville, je me suis dit oui, c'est vrai que c'est différent parce qu'il y a, tu vois, c'est un peu, la ville, c'est complexe un peu. Mais là, en ce moment, en fait, je suis sur des réflexions, comment on peut intégrer cette autonomie en ville. La différence, si tu veux mon très humble avis, c'est que l'autonomie aujourd'hui dans une ville moderne, c'est une autonomie d'individu avec un État, d'un individu avec des grandes organisations. L'autonomie dont tu me parles, c'est une autonomie collective. Parce que je suppose, tu es d'accord avec moi que dans la communauté dans laquelle tu étais, c'était un Dowar. Et c'est justement ce qu'on va retrouver dans toutes les... On pourrait faire le tour du monde et on retrouverait cette idée du Dowar, en fait, qui n'est pas une invention forcément maghrébine ou autre, qui est vraiment ce truc. En fait, aujourd'hui, il y a deux forces qui quelque part s'opposent des fois, ils doivent se rencontrer, c'est la notion de société et de communauté. La société, ce sont des individus qui sont réunis par une organisation, un État, une nation, et la communauté, c'est tout le contraire. Le problème, c'est que la communauté, des fois, à force, elle écrase l'individu, elle l'enveloppe. Et la société, elle a tendance aussi à prétendre qu'elle va le désenvelopper, donc le développer, mais elle l'enveloppe aussi avec... Et il y a quelque chose à trouver. Et c'est vrai que là-dessus, on est d'accord et on se rejoint, que la culture, elle joue un rôle très important. Et c'est là où on va arriver, c'est la transition vers le projet qui nous a réunis tous les deux et que tu vas nous exposer. Donc aujourd'hui... Alors, où c'est que tu en es là? Alors, là en ce moment, j'essaie de développer en fait tout un laboratoire écologique et culturel. Donc pour moi, la culture joue un rôle très très important. Et le premier projet de ce fameux laboratoire, en fait, c'est une formation sur le rôle de l'art et la culture comme réponse au changement climatique. Très bien. Donc, que j'ai nommé Tahrir Manahi, Tahrir Thaqafi. Donc, climate change, culture change, changement climatique, changement culturel. Très bien. Voilà. Donc, en fait, c'est une formation de 7 jours. Donc, il y aura des modules sur le rôle de l'art et la culture comme réponse au changement climatique, sur l'histoire de l'art. Et aussi parler des initiatives ici en Algérie, sur l'écologie ici en Algérie. Donc, pour parler un peu du contexte. Il y aura aussi un module sur... le scénario, la narration, enregistrement audio, parce que le but, l'idée en fait, c'est de faire une installation artistique dans un espace urbain qui sensibilise les gens au changement climatique, les gens d'Alger. Qui les interpelle même, j'ai l'impression, parce que ce genre d'installation dans les rues d'Alger, ça va forcément interpeller les gens. Exactement. Donc il y aura aussi un module sur le land art urbain, donc comment avec des matériaux naturels faire une installation artistique, et aussi sur le upcycling art, donc comment avec des matériaux recyclés faire aussi une installation artistique. Après on va travailler sur une genèse, donc il y aura les participants vont être regroupés pour travailler sur une genèse de leur installation et par la suite faire la production dans un espace urbain. En gros c'est ça la formation. D'accord, alors là on a un petit peu le déroulé. Si tu devais résumer en quelques phrases le but, qu'est-ce que tu veux que les gens, quand ils vont ressortir de cette expérience, parce que ça m'a l'air d'être plus qu'une formation, d'être vraiment une véritable expérience, une expérience humaine et artistique. Qu'est-ce que tu voulais l'idée, c'est que ces participants, ça peut être des étudiants en architecture, je dis multidisciplinaire, donc en architecture,
en sociologie, économie. Je veux vraiment créer une interdisciplinarité. C'est que par la suite, ils ont ça un background. En fait, de là, quand ils vont travailler, que ce soit sur leur projet ou dans leur vie professionnelle, ils vont intégrer cet aspect environnemental, cet aspect, le rôle de la culture comme réponse au changement climatique ou là, aux problèmes environnementaux et tout ça. Donc mon but, c'est vraiment qu'ils puissent intégrer ce concept dans leur réflexion quotidienne, mais aussi professionnelle. Super. Eh ben, écoute, je te remercie. On va pas tout raconter. Hein. On aura de toute façon l'occasion de filmer, le dérouler et tout. Voilà, ça va être au mois de mars. Ça va être au mois de mars. Les vacances, voilà. Voilà, et j'ai l'honneur d'être un des formateurs. Je vais m'occuper justement de. J'ai hâte. Voilà. Je vais m'occuper un petit peu plutôt du côté de l'histoire, raconter un petit peu l'influence justement de l'art, la relation qu'il peut y avoir entre l'art et la culture et le climat. Voilà. Et ben, je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt. À très Merci. vite. Au revoir. Sarah.